Ces nouvelles formations, inexistantes à ce jour en Uruguay, vont ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants et aux étudiantes uruguayens et uruguayennes. J'espère également que nous pourrons rapprocher nos formations, créer des passerelles qui permettront aux étudiants et étudiantes de la Faculté des Arts de venir étudier à l'Université Paris 8 et à ceux et celles de l'Université Paris 8 de venir étudier à la Faculté des Arts de Montevideo. Estas nuevas formaciones inexistentes hasta hoy en Uruguay abrirán nuevas perspectivas a los estudiantes y estudiantas uruguayos. Espero también que podamos acercar nuestras formaciones, crear puentes que permitan a los estudiantes de la Facultad de Artes venir a estudiar a París 8 y a los de la Universidad París 8 poder venir a estudiar a la Facultad de Artes de Montevideo. On accorde traditionnellement plus facilement une valeur d'archive au documentaire, car, comme cette terminologie l'indique, ils documentent une situation, sont eux-mêmes composés de documents. Les archives ont dans un premier temps désigné les lieux où l'on déposait des documents que l'on souhaitait conserver. Le damos tradicionalmente más fácilmente un valor de archivo a los documentales porque, como esta terminología indica, documentan una situación. Están ellos mismos compuestos de documentos. Los archivos tuvieron en un primer tiempo designados los lugares donde se depositaban los documentos que uno deseaba conservar. Le quid de la fiction, qui n'est pas façonné par un ensemble de témoignages, un assemblage de preuves, d'éléments directement tirés du réel. Pero al revés de la ficción, que no es pergeñada por un conjunto de testimonios, de una asemblaje de pruebas, de elementos directamente tomados del real. La fiction construit son étymologie par proximité avec la feinte, la duperie. Depuis Platon, la mimésis est considérée comme une imitation reconstruite et médiée du réel, empreinte du soupçon de la falsification et de la manipulation, à tel point qu'elle en devient un danger politique. La ficción, cuando ella construye su etimología por proximidad con la finta, el engaño. Desde Platón, la mímesis es a una imitación reconstruida y mediada del real. Toma la sospecha de la falsificación y de la manipulación hasta el punto que se transforma en un peligro político. Situation qui n'est pas sans homologie avec celle que nous connaissons aujourd'hui concernant la manipulation des images par les IA. Situación que no está sin homología con lo que conocemos hoy en día concerniente a la manipulación de imágenes con IA. Sans entrer sur le terrain de la question de l'objectivité de l'image cinématographique, mythe en partie alimenté par une lecture erronée de l'ontologie basinienne, je souhaite aborder ici la façon dont la fiction, c'est-à-dire ce qui est produit de l'imagination, participe de façon productive à la constitution d'archives. Sin entrar en el terreno de la cuestión de la objetividad de la imagen cinematográfica, mito en parte alimentado por una lectura errónea de la ontología de André Bazin, deseo abordar aquí la manera en la cual la ficción, es decir, lo que es producido desde la imaginación, participa de manera productiva a la constitución de archivos. Lorsque Jean-Marie Schaeffer, dans Pourquoi la fiction, cherche à réhabiliter la fiction, il le fait en partant précisément du leurre et des objets fictionnels numériques à qui l'on reproche leur capacité d'immersion ou de trop grande proximité avec le réel, ou plutôt avec les sensations du réel. Cuando Jean-Marie Schaeffer en ¿Por qué la ficción? Busca a rehabilitar la ficción, lo hace partiendo precisamente del engaño de los objetos ficcionales digitales a quien se reprocha su capacidad de inmersión o de gran proximidad con lo real, o más bien con las sensaciones de lo real. Demuestra. Il démontre à quel point ces processus mimétiques sont anthropologiquement associés à des processus d'apprentissage et de transmission. Y demuestra a qué punto estos procesos miméticos son antropológicamente asociados a procesos de aprendizaje y de transmisión. Si la fiction transmet, pourquoi ne pourrait-elle pas faire archive? Mais que peut-elle transmettre, conserver au-delà des décennies ou des siècles? Si la ficción transmite, ¿por qué no podría ella funcionar como archivo?
Pero ¿qué podría transmitir, conservar al pasar las décadas o los siglos? La fiction, ce sont ces récits ancestraux, vernaculaires, que l'on transmet de conteur en conteur, de chaman en chaman, de mère en fille, et qui portent en eux une histoire séculaire. La ficción son estos relatos ancestrales, vernáculos, que transmitimos de contador en contador, de chamán en chamán, de madre a hija, y que llevan en ellos una historia secular. Concernant plus précisément le cinéma, on peut se demander ce que la fiction cinématographique nous transmet. Concerniendo más precisamente al cine, nos podemos preguntar lo que la ficción nos transmite. Pour un historien comme Marc Ferro, le documentaire n'est pas le seul objet digne d'intérêt. Outre le fait qu'il a démontré nombre de falsifications dans des images documentaires, Ferro trouve dans le cinéma de fiction ce qu'il appelle une mémoire latente, une mémoire qui se délivre indépendamment de la volonté de ceux qui font les films. Para un historiador como Marc Ferro, el documental no es el único objeto digno de interés. Más allá del hecho que haya demostrado una numerosa cantidad de falsificaciones en imágenes documentales, Ferro encuentra en el cine de ficción lo que llama una memoria latente, una memoria que se entrega independientemente de la voluntad de quien hace las películas. Ce sont des détails dans les décors ou les costumes qui vont attirer l'attention de l'historien, par exemple. Son detalles en los decorados o en las vestimentas que van a atraer la atención del historiador, por ejemplo. Mais surtout, cette mémoire latente est culturelle. Les films de fiction expriment malgré eux les mentalités de leur époque. Pero sobre todo, esta memoria latente es cultural. Las películas de ficción expresan, más allá de ellos, las mentalidades de su época. Il en fait la démonstration avec un grand classique du cinéma français, La Grande Illusion de Jean Renoir, film de 1936. Hace una demostración de esto con un gran clásico del cine francés, La Gran Ilusión de Jean Renoir, 1936. Ce film, qui retrace les périples de soldats français faits prisonniers par les Allemands pendant la guerre de 14-18, met en scène des relations sociales, ouvriers, bourgeoisie, aristocratie, relations culturelles, catholiques, protestants et juifs, et des identités nationales françaises, allemandes et anglaises. Esta película que traza los periplos de soldados franceses hechos prisioneros por los alemanes en la guerra de 14-18 pone en escena relaciones sociales, obreros, burguesía, aristocracia, culturales, religiosas, católicos, protestantes y judíos, e identidades nacionales, francesa, alemana, inglesa. Ferro voit dans les relations qui se tissent entre les personnages l'expression d'une proximité franco-allemande et d'un antisémitisme qui sont pour lui typiques d'un état d'esprit pré-vichysois. Ferro ve en las relaciones que se tejen entre los personajes la expresión de una proximidad franco-alemana y de un antisemitismo que para él son típicas de un estado de espíritu pre el gobierno de Vichy, pré-vichysois. Ce n'est pas ici Renoir qui est en cause. Renoir a au contraire été violemment pris à partie par Louis-Ferdinand Céline qui voyait dans ce film l'apologie de la communauté juive. No es a Renoir que es cuestionado en este caso. Renoir, por lo contrario, fue violentamente atacado por Louis-Ferdinand Céline, que veía en esta película la apología de la comunidad judía. Mais, nous dit Ferro, c'est une expression latente, inconsciente des ambiguïtés qui traversaient la société française dans les années 30. Pero, nos dice Ferro, es una expresión latente, inconsciente de ambigüedades que atravesaban la sociedad francesa en la década del 30. Les films de fiction garderaient ainsi les traces de fonctionnement idéologique et culturel. Los films de ficción guardarían entonces los rastros de funcionamientos ideológicos culturales. Plus encore, et c'est là la force de la fiction, ils nous les font vivre. Ainsi, dans La Grande Illusion, la dispute entre le soldat joué par Gabin et le soldat juif joué par Dalio a pour Ferro une valeur cathartique. Más entonces, y esta es la fuerza justamente de la ficción, nos los hacen vivir. Así, en La Gran Ilusión, la disputa entre el soldado protagonizado por Jean Gabin y el soldado judío protagonizado por Dalio tiene para Ferro un valor catártico. Cette dispute exprime le rejet de la communauté juive avec tellement de violence que les spectateurs ne peuvent qu'en être saisis et partager ensuite le repentir du personnage joué par Gabin, d'où la colère de l'antisémite Louis-Ferdinand Céline.
expresa el rechazo de la comunidad judía con tanta violencia que los espectadores no pueden que estar tomados por esto y luego compartir el arrepentimiento del personaje protagonizado por Gabin. De ahí la cólera del antisémita Louis Ferdinand Céline. Si aujourd'hui la situation est fort différente de celle des années 30, il est vrai que cette dispute éprouve le spectateur et en suscitant le malaise, l'interpelle. Si hoy la situación es muy diferente de la de los años 30, es verdad que esta disputa agota al espectador y, suscitando el malestar, lo interpela. Cette crise qui remet en jeu l'identification du spectateur au personnage principal devient un point à partir duquel interroger les modes de représentation des communautés dans le film. Esta crisis que pone en juego la identificación del espectador al personaje principal se transforma en un punto a partir del cual interrogar los modos de representación de las comunidades en el film. Se noue ainsi une relation sensible, psychologique, qui interpelle le spectateur sur la façon dont le film fait mémoire. Se anuda así una relación sensible, psicológica, que interpela al espectador sobre la manera por la cual el film hace memoria. Ce n'est pas un hasard si Ferro a choisi Renoir, auteur du Panthéon érigé par le critique André Bazin. Renoir fait partie de ces cinéastes qui ont compris l'essence du cinéma, pour Bazin, sa capacité non pas à recréer le réel, mais à en transmettre les sensations perceptives. No es al azar si Ferro ha elegido Renoir, autor del Panteón levantado por el crítico André Bazin. Hace parte de estos cineastas que han entendido la esencia del cine. Pour Bazin, ces films qui momifient le réel, c'est-à-dire fixent le réel sur la pellicule pour la postérité, ne sont pas des documentaires, ce sont des fictions, dont l'exemple le plus emblématique est le cinéma néoréaliste italien. Pero para Bazin, estas películas que momifican lo real, es decir, fijan lo real en la película para la posteridad, no son documentales, son ficciones cuyo ejemplo más emblemático es el cine neorrealista italiano. Bazin voit dans ses films néoréalistes une forme quasi parfaite de relation cinématographique au réel. Ces fictions, filmées pendant et après la libération italienne, se font au début avec une grande économie de moyens. Bazin ve en estas películas una forma cuasi perfecta de relación cinematográfica a lo real. Estas ficciones filmadas durante y después de la liberación italiana se hacen al principio con una gran economía de medios. Pas de studio, donc uniquement des extérieurs, pas d'éclairage additionnel, pas de grue. Nada de estudios, así que únicamente exteriores, nada de iluminación adicional, nada de grúas. Il en résulte des films aux images imparfaites par rapport au canon de l'époque, avec du grain, peu de détails, des problèmes d'exposition, mais ces scories sont également la marque de leur proximité avec le réel filmé. Ces images sont bien moins lisses que les images documentaires, notamment les images d'actualité filmées par la Lux. De esto resulta de películas de imágenes imperfectas respecto de los cánones de la época, con gran o poco detalle, problemas de exposición, pero estas escorias son también la marca de su proximidad con lo real filmado. Ces actualités filmées associées à la Lux, c'est-à-dire au fascisme, vont rester associées au fascisme après la libération. Estas imágenes menos lisas que las imágenes documentales, notoriamente las actualidades filmadas asociadas a la Lux, al fascismo y también después de la liberación. Les images des premiers films néoréalistes sont bouleversantes parce qu'elles semblent plus proches du réel, de la réalité de l'Italie d'après-guerre, que ne le sont les images d'actualité censées le documenter. Las imágenes de las primeras películas neorrealistas son conmovedoras porque parecen más cercanas de lo real, de la realidad del italiano de la posguerra, que lo son las imágenes documentales de actualidades, informativos. Bien entendu, très rapidement, le cinéma néoréaliste va se doter de moyens conséquents, avec des éclairages, des grues notamment chez De Santis, mais en conservant le principe de tournage en extérieur et la nécessité de s'attacher à la représentation de l'Italie d'après-guerre.
Por supuesto, muy rápidamente, el cine neorrealista va a dotarse de medios consecuentes, iluminación, grúas, desantis, pero conservando los rodajes en exteriores y la necesidad de atarse a la representación de la Italia de la posguerra. Paysa, film de 1946 de Roberto Rossellini, fait partie de ces films emblématiques pour Bazin d'un cinéma du réel. Paisa, de 1946, de Roberto Rossellini, hace parte de esas películas emblemáticas para Bazin de un cine del real. Paysa est composé de chapitres tournés dans différentes régions d'Italie. Roberto Rossellini s'est déplacé avec une équipe réduite et dans chaque lieu, il a collecté des récits liés à l'occupation allemande, à la résistance et à la libération américaine, la libération par les Américains et tout ceci vécu par les habitants. Paisa está compuesto de capítulos girados en diferentes regiones de Italia. Roberto Rossellini se desplazó con un equipo reducido y en cada lugar coleccionó relatos ligados a la ocupación alemana, a la resistencia y a la liberación por los estadounidenses, tal como fueron vividos por los habitantes. Ce film de fiction participe ainsi d'une mémoire de la libération et de la circulation de récits territorialisés. El film participa así de una memoria de la liberación y de la circulación de relatos territorializados. Comme le démontre Bazin, la caméra de Rossellini n'est pas neutre. Elle n'épouse jamais le point de vue des Allemands et se situe toujours à hauteur d'homme, quitte à boucher l'image, à l'obstruer. Como lo demuestra Bazin, la cámara de Rossellini no es neutra y no se pone nunca del punto de vista de los alemanes y se sitúa siempre a la altura de la persona. Ce que Bazin nomme un cinéma humaniste, à hauteur de vue humaine, est également un cinéma partisan qui tente par des récits souvent poignants de nous faire partager l'univers perceptif des victimes et des résistants. Lo que Bazin nombra un cine humanista a punto de vista humano es también un cine partisano que intenta por relatos muchas veces punzantes hacernos compartir el universo perceptivo de las víctimas y de los resistentes. C'est cette mémoire-là qui nous est transmise via ces fictions. Une mémoire sensible qui ne cherche pas de valeur documentaire, mais plutôt à transmettre un état social et psychologique de l'Italie d'après-guerre, le sentiment d'une population confrontée à des fatalités, à des événements qui les dépassent complètement, l'idée d'être en bout de chaîne d'événements historiques, des victimes anonymes, broyées par l'histoire. Es esta realidad, esta memoria que nos es transmitido vía estas ficciones. Una memoria sensible que no busca un valor documental, pero más bien busca transmitir un estado social y psicológico de la Italia de posguerra. El sentimiento de una población confrontada a fatalidades y a eventos que los sobrepasan completamente. La idea de estar al fin de la cadena de los eventos históricos, las víctimas anónimas aplastadas por la historia. C'est cette mémoire-là que nous font vivre les films néoréalistes, d'où l'importance croissante dans ces films des émotions très vives qui font vivre aux spectateurs. Es esta memoria que nos hace vivir los films neorrealistas, por lo tal esta es la importancia creciente de las emociones muy vivas que hacen vivir al espectador. Ici, la mimésis fictionnelle produit des processus empathiques, ceux-là même qui, pour Jean-Marie Schaeffer, participent de la transmission. Aquí la mimesis ficcional produce procesos empáticos, esos mismos que, para Jean-Marie Schaeffer, participan de la transmisión. Bien entendu, ces films néoréalistes avaient pour ambition de documenter une réalité inédite. C'était celle d'un pays effondré, délabré par des années de fascisme et par l'occupation allemande. Mais qu'en est-il des films qui se tiennent volontairement en marge du réel? Por supuesto, estos films neorrealistas tenían por ambición documentar una realidad inédita, aquella de un país caído, destruido por años de fascismo y de ocupación. Pero, ¿qué pasa con las películas que se mantienen voluntariamente al margen de lo real? Pour garder l'exemple italien, les films tournés sous Mussolini, ce que l'on appelle les téléphones blancs, pour des raisons de censure, refusaient de montrer les réalités sociales du fascisme et se déroulaient dans un univers improbable, celui d'une petite bourgeoisie vivant de petites intrigues amoureuses dans des salons pimpants et passant leur vie au téléphone, ce nouvel outil
de communication qui incarnait alors le must de la modernité. Para mantener el ejemplo italiano, las películas giradas bajo Mussolini, lo que llamamos teléfonos blancos, por razones de censura, rechazaban mostrar las realidades sociales del fascismo y se basaban en un universo improbable de una burguesía viviendo pequeñas intrigas amorosas en salones fastuosos y pasando su vida al teléfono, esta nueva herramienta que encarnaba entonces el must de la modernidad. Ces films sont trop loin du réel pour le documenter. Par contre, ils nous documentent sur l'illusion idéologique du fascisme. Estas películas están muy lejos de lo real para documentar, pero nos documentan sobre la ilusión ideológica del fascismo. Une société vide de toute interrogation sociale et politique, qui nie ses fractures sociales, un fascisme terrorisé à l'idée d'assumer la catastrophe politique et sociale qu'il était en train de construire. Una sociedad vaciada de toda interrogación social y política, que niega sus fracturas sociales, un fascismo terrorizado a la idea de asumir la catástrofe política y social que estaba construyendo. Les personnages de ces films sont tellement stéréotypés, les récits tellement répétitifs et vides qu'il est impossible de s'identifier à ces personnages. Ici, la transmission empathique est difficile, voire imposible. Los personajes de estos films son tan estereotipados y los relatos tan repetitivos y vacíos que es imposible identificarse estos personajes. Aquí la transmisión empática es difícil, quasi imposible. De façon un peu provocante, j'ai souhaité poser la façon dont la fiction peut aussi faire mémoire dans une relation sensible au réel qu'elle médie. De manera un poco provocadora, deseé hacer la pregunta de la ficción puede también hacer memoria en una relación sensible con el real que media. Cette relation est pour moi d'autant plus importante que l'ontologie basinienne est souvent à la source de nombreuses incompréhensions. Esta relación es para mí tan importante que la ontología basiniana está a menudo a la fuente de numerosas incomprensiones. Ce que le cinéma embaume ou momifie, ce n'est jamais une réalité brute, mais des sensations au plus proches de nos perceptions. Lo que el cine embalsama o momifica no es nunca una realidad cruda, pero sensaciones lo más cercanas de nuestras percepciones. C'est d'un univers sensitif dont il s'agit et dont le cinéma nous transmet une mémoire nécessairement subjectivée. Es de un universo sensitivo del que se trata y del cual el cine nos transmite una memoria necesariamente subjetiva. Il m'a semblé important de tirer la question d'archives, c'est-à-dire du dépôt, du document, du côté de la mémoire, d'une mémoire vivante parce que partagée. Me ha parecido importante sacar la pregunta del archivo, es decir, del depósito, del documento, del lado de la memoria, de una memoria viva porque compartida. C'est ce principe de mémoire vivante qu'on trouve aujourd'hui également dans les pratiques d'enactment qui sont extrêmement fréquentes. Es esta práctica de memoria viva que vemos hoy en día en las prácticas de enactment que son a menudo frecuentes. Et que je vois aujourd'hui dans les travaux que nos étudiants de master mènent ici à Montevideo, d'où, on va dire, le thème de cette petite conférence. Y que veo bastante en la obra de los estudiantes que he visto, que están acá en Montevideo. Sí. Chers collègues, chers étudiants et chères étudiants, merci à Gabriela, à Leonardo et Fabrice de nous avoir invités dans leur belle université, dans leur beau pays. Après Cécile, je vais donc intervenir en relation avec l'ouverture prochaine de votre second master, le master en art sonore. L'actualité fait bien les choses. Mon livre français de la musique au son 2013 vient de paraître en espagnol dans la traduction de Javier Roma aux éditions ACAL. Le titre complet étant
de la musique au son, l'émergence du son dans la musique et les arts sonores du XXe et XXIe siècle. Je vais reprendre ici quelques éléments de l'introduction de ce livre pour expliquer ce que j'entends par de la musique au son. Cela précisera le type de relation qui, selon moi, devrait exister entre musique et art sonore, position qui, si j'ai bien compris, sera aussi la position du nouveau master. Le son accompagne aujourd'hui la vie des humains comme il ne l'a jamais fait auparavant. Tout se passe comme si l'on avait procédé à une sonorisation géante des espaces dans lesquels nous vivons, provoquant une hypertrophie de notre environnement sonore. De la pollution sonore subie à la musique soigneusement choisie pour l'écouter au casque, de la musique de supermarché au plus beau moment d'un concert, d'une sonnerie intempestive de portable à une plage de silence sciemment aménagée comme possibilité sonore parmi d'autres, les sons se déversent en continu, se mixant les uns aux autres, provoquant des effets de masque ou se décuplant, devenant assourdissants ou au contraire agréablement mystérieux, tissant une polyphonie tentaculaire que nul compositeur n'aurait osé préméditer. La musique en particulier s'est transformée en immense flot sonore, tsunami planétaire dévastateur pour les uns, liquide amniotique universel et nourrissant pour les autres. Grâce à l'enregistrement et au progrès technologique, il est devenu possible et inévitable de l'écouter où que l'on soit en permanence. Et grâce à la globalisation, on peut en théorie écouter tout ce que l'on veut ou ne veut pas. Qu'il soit question de musique ou de bruit environnant, l'une des raisons qui conduisent à parler de son est que ce phénomène auditif dont on vient de souligner l'omniprésence jouit d'une certaine autonomie. Ainsi, dans l'industrie multimédia, le design sonore adjoint des sons aux appareils électroniques qui, autrement, ne produiraient aucun ou très peu de sons. Si l'utilisateur finit par les associer à l'objet ou à l'action, il pourrait aussi les entendre pour eux-mêmes. Quant à la musique, dans les exemples précédents, elle devient flot sonore parce qu'elle semble n'être la conséquence d'aucun événement, sinon de l'appui d'un bouton play. Tout se passe comme si personne n'en jouait et qu'il devait s'interrompre tout aussi brusquement. Ainsi, avec les technologies de la reproduction sonore est née une nouvelle culture que l'on peut qualifier de audio. Dans la culture traditionnelle, le son n'est qu'un résultat, parfois moins important que la musique même. Les musiciens doivent toujours s'accommoder de conditions acoustiques qui ne peuvent être qu'imparfaites. Ils sont parfois obligés de composer avec des bruits environnants. Ils peuvent produire la plus belle musique avec le son le plus laid, que ce soit en raison de la qualité des instruments ou de l'espace avec lesquels ils jouent, ou encore de la qualité de l'enregistrement ou de la reproduction qui les diffuse. La musique ne réside pas dans le son, dit-on. Elle se trouve dans le geste des musiciens et dans ses structures internes, voire dans la pure intention musicale. Les musiciens classiques ont développé, grâce à la partition, la fameuse audition intérieure avec laquelle on peut entendre la musique sans qu'aucun son ne soit émis. En ce qui concerne l'auditeur, l'écoute structurelle, entre guillemets, théorisée par Théodore Adorno, une écoute qui vise à cerner l'organisation interne de l'œuvre et dont les caractéristiques ne sont parfois pas présentes en tant qu'événement sonore, cette écoute structurelle représente en un sens l'idéal de cette culture traditionnelle. La nouvelle culture audio, elle, renverse la perspective. Centrée sur le son et l'écoute, elle développe des gestes, des structures, des intentions, des significations ou des émotions directement dans ce qui, naguère, n'était considéré que comme un épiphénomène. Ceci ne signifie bien entendu pas qu'il n'y a rien au-delà, entre guillemets, du son. Ceci ne signifie pas que le son soit devenu une fin en soi, car, comme l'écrit la musicienne électronique féministe Tara Rogers, les sons sont des points de départ de réalité, d'histoire personnelle, de mémoire culturelle et de lutte politique. L'importance de la culture audio se mesure au développement foisonnant d'un ensemble de pratiques centrées sur le son,
allant du fonctionnel à l'artistique. En ce qui concerne les pratiques artistiques centrées sur le son, ou qui incluent des pratiques sonores, elles sont multiples, hétérogènes, variées et évoluent à grande vitesse. Évoluent également très rapidement leur catégorisation. On pourrait évoquer l'art relativement récent des installations sonores et des sculptures sonores. On pourrait évoquer les réalisations issues de field recordings qui déploient une volonté artistique. On pourrait aussi évoquer les promenades sonores, les œuvres artistiques en relation avec l'écologie acoustique ou encore divers types de performances sonores. On pourrait également citer des pratiques sonores qui se développent au sein des autres arts, notamment les arts plastiques, le cinéma, la danse, le théâtre, la poésie, la littérature, la performance, etc., sans oublier les arts numériques et les arts multimédia. Il existe enfin un art entièrement centré sur le son, les arts sonores, au pluriel en français plutôt, même si on dit parfois l'art sonore. En espagnol, l'arte sonore. Cette expression générique récente, on continue tout de même à parler d'audio art, de sonic art, etc., est de plus en plus théorisée. Elle désigne un ensemble de pratiques hétérogènes, tant au niveau des artistes d'aujourd'hui qui s'en réclament, que de ceux du passé, que les théoriciens considèrent comme ancêtres du genre. Une partie des artistes qui incarnent les arts sonores provient de la sphère du visuel et produit des œuvres sonores souvent en relation avec des images, des objets plastiques ou des espaces. Une autre partie est d'obédience acousmatique, c'est-à-dire purement auditive, et relève parfois de l'art de l'enregistrement, évoquant en ce sens que dans les années 60, François Bernard Mache appelait des phonographies. Mais d'autres artistes, catégorisés comme artistes sonores, pourraient peut-être être appréhendés comme appartenant à ceux qui continuent à porter le nom de musique. En effet, qu'en est-il de la musique? Serait-elle restée en dehors de ce vaste mouvement de recentrement sur le son? Se serait-elle réfugiée dans ce qu'il y aurait de proprement musical qui la distinguerait du simple son? Il est certain qu'il en va ainsi de certains courants musicaux d'aujourd'hui pour lesquels le son reste une matière inerte qu'animent les notions traditionnelles de mélodie, harmonie, rythme ou instrumentation. Mais dans nombre d'autres cas, qui dépassent les clivages entre genres de musique, c'est tout au contraire la musique elle-même qui a profondément contribué au recentrement sur le son. Dans la musique contemporaine instrumentale ou mixte, cette mutation décisive s'exprime entre autres par le travail très poussé sur le timbre, par les extraordinaires trouvailles en matière de mode de jeu et d'orchestration. Dans la musique électroacoustique, le son est à la fois matériau et forme, modèle formel et narratif, matière insignifiante et corps sonore mystérieux à connotations multiples. Dans divers types de musique expérimentale d'hier ou d'aujourd'hui, le tournant vers le son fait naître ce qu'on pourrait appeler, d'une manière générique, une musique basée sur le son. Dans les musiques populaires telles que le rock, le disco, le funk, le rap, le pop, la world music, le travail en studio a conduit à mettre en avant les rôles de l'ingénieur et du producteur qui réalisent des traitements sonores et des arrangements constituant bien plus qu'un habillage pour aboutir à des albums dont l'intérêt ne réside plus dans la chanson, c'est-à-dire dans les mélodies, mais dans le son lui-même. Tel est donc le sujet de ce livre, de la musique au son. Montrer que le son s'est hissé en problématique centrale de la musique. Tout s'est passé comme si, durant un siècle environ, la musique avait amorcé un changement de paradigme. Nous sommes en train de passer d'une culture musicale centrée sur le ton à une culture centrée sur le son. Et l'on pourrait parier que ce changement radical est au moins aussi fondateur que la révolution qui, au début du XVIIe siècle, fit naître ce qu'on a appelé la tonalité. Ce recentrement se présente comme une émergence. Dans son sens fort tel qu'il est développé dans certains courants des sciences cognitives, de la physique, de la biologie, le mot émergence désigne une évolution qui, à partir d'un seuil critique de complexité, génère de nouvelles propriétés. Par exemple, passer d'une musique centrée sur le ton à une musique du son ne signifie pas nécessairement que le son se substitue au ton. Cela peut se produire également lorsque, comme il en va par exemple dans la musique spectrale, le travail sur les tons, sur les hauteurs, par sa complexification, produit des objets qui finissent par ne plus être perçus comme ce que les musiciens appellent des accords, c'est-à-dire des ensembles de notes, de tons, mais comme des sons
complexe. Dans mon analyse, le plus souvent, par contre, le mot émergence, émergence du son, sera pris dans un sens plus faible, désignant d'une part le fait que le recentrement sur le son se produit selon une évolution progressive et intérieure à la musique, et que d'autre part, cette évolution procède par complexification. Le livre se propose de retracer l'histoire de cette émergence du son dans la musique. Il remonte au début du XXe siècle, avec quelques incursions à des époques antérieures, pour arriver jusqu'au début du XXIe, où la mutation n'est pas encore achevée. Et très nombreux sont les jalons qui marquent cette histoire. Comment narrer l'histoire de cette émergence? Est-il possible d'en établir une chronologie linéaire? La complexité de la notion de son impose une autre stratégie. En effet, on peut se demander qu'est-ce que le son pour la musique? Serait-ce le timbre? Peut-il être réduit à l'idée de couleur? Est-ce que le son serait assimilable à sa description physique? Par ailleurs, est-il possible de traiter de son sans parler d'espace? Autre question à laquelle, pendant des siècles, les théoriciens répondaient positivement: doit-on limiter les sons à ceux dits musicaux, éliminant l'univers des bruits? Constituant une notion complexe, le son combine plusieurs aspects. Il englobe les notions de timbre, de couleur, de bruit, d'espace, etc. Son développement dans la musique passe par plusieurs chemins. Il n'est donc pas possible d'établir une ligne unique. C'est pourquoi le livre est composé de plusieurs histoires, 6 au total, chacune constituant l'objet d'un chapitre différent. Le son n'est pas l'apanage d'une seule de ces histoires. Il résulte précisément de leur combinaison. Leur interaction produit l'histoire singulière de l'émergence du son. La première histoire traite de la notion de timbre. On analysera d'abord l'histoire passionnante de ce concept, depuis le dictionnaire de la musique de Jean-Jacques Rousseau aux recherches actuelles sur les cartes visuelles, sur les timbres acoustiques, etc., ou l'usage de ce qu'on appelle les audiodescripteurs. Et ce concept de timbre a fini par désigner en fait un phénomène de perception. Puis, on montre comment, dans l'histoire de la musique, le timbre devient de plus en plus important grâce au développement parallèle de 2 paradigmes complémentaires. Le premier tend à substituer le timbre à la hauteur. Aboutissant à l'utopie d'un langage de timbre, il comprend plusieurs étapes décisives: la naissance de l'orchestration, le développement de l'orchestration au XIXe siècle, le concept de Klangfarbe-Mélodie chez Schoenberg, etc., la démultiplication de nouveaux modes de jeu à partir des années 60, etc. L'autre grand paradigme se présente comme un prolongement de l'harmonie, la combinatoire de notes pour simplifier, dans le timbre, et se déploie dans l'harmonie coloriste depuis Wagner jusqu'à des musiciens d'aujourd'hui, en passant par Debussy, Messiaen, Stockhausen, etc., etc., jusqu'aux musiciens, aux jeunes compositeurs, par exemple, de l'IRCAM parisien. Seconde histoire, l'histoire du bruit. Ces dernières années, le bruit est au centre de nombreux intérêts. Mais le bruit n'est pas une découverte de la musique d'aujourd'hui. On peut retracer une histoire de la musique tendant vers son intégration. S'il est vrai que pendant longtemps, les musiciens, les théoriciens considèrent que le bruit s'oppose aux sons dits musicaux, il innerve pourtant de manière officieuse, on pourrait dire, la musique, soit à travers les besoins de la musique imitative, soit par le biais de la dissonance qui va en s'amplifiant jusqu'aux cacophonies de Stravinsky, Charles Ives, jusqu'à la libre tonalité de Schoenberg, etc. Le bruitisme de Luigi Russolo, les recherches de Varese, puis la musique concrète, font ensuite entrer le bruit dans la musique par la grande porte. Il se développe ensuite dans les musiques d'avant-garde et il tend à se présenter, par exemple dans le free jazz, dans le rock historique ou chez un compositeur comme Lachenmann, comme critique sociale. Et le bruit essaime désormais dans la musique industrielle, le metal, le rap, la New York noise, l'improvisation radicale, le nouveau constructivisme russe, la Japan noise ou la noise, ce qu'on appelle la noise tout court. L'ouverture au son dans sa généralité est synonyme d'une nouvelle manière d'appréhender la musique, c'est-à-dire de l'écouter. C'est pourquoi la troisième histoire est l'histoire de l'écoute musicale.
Le recentrement sur le son va de pair avec une mutation profonde de l'écoute qui, précisément, permet d'apprécier l'inventivité en matière de morphologie sonore, de musique parfois complexes dans leur élaboration, mais qui peuvent être faciles et agréables à écouter si on aiguise son oreille pour apprécier justement les morphologies sonores. Ce chapitre propose d'abord un développement particulier sur deux personnages contemporains qui, sans être les seuls pionniers à avoir ouvert la question d'écoute dans la musique moderne, offrent l'avantage de poser par leur complémentarité des questions fondamentales. D'abord, John Cage, dans l'heureux jeu de mots Happy New Ears, ouvre la piste d'une écoute libre. Puis, Pierre Schaeffer, qui par son approche phénoménologique vise à réinventer ce que la civilisation a enfoui. Le chapitre examine ensuite plusieurs stratégies plus récentes, l'acousmatique, les compositions à partir de ce que l'on perçoit, le minimalisme, l'écoute authentique, l'écoute amplifiée ou l'écoute appareillée. La quatrième histoire est dédiée à l'une des entrées les plus fréquentes dans l'univers des musiques basées sur le son, ce qu'on appelle l'immersion sonore. Le mot immersion tend aujourd'hui à désigner la réalité virtuelle et sert de publicité pour des systèmes de haut-parleurs qui, par leur qualité, mettent en avant les aspects proprement sonores des musiques qu'ils diffusent, des belles basses, des effets de spatialisation, etc. Mais on peut élargir le concept d'immersion sonore pour comprendre des pensées et des discours qui accompagnent parfois le recentrement sur le son. À la suite, par exemple, d'Edgar Varèse, de nombreux compositeurs de musique instrumentale et encore plus de musique électroacoustique évoquent l'existence d'une vie intérieure au son. Sont ensuite analysés dans ce chapitre des types d'immersion sonore différents, les espaces sons, l'immersion générant une sorte de sentiment océanique fusionnel qui caractérise par exemple l'ambient music, l'immersion de type dionysiaque, etc. Le cinquième chapitre narre l'histoire très dense de ce qu'on pourrait qualifier de constructivisme musical qui prolonge ou se substitue au paradigme organiciste qui a dominé la musique romantique. Dans ce nouveau paradigme, pour reprendre la célèbre formule de Jean-Claude Risset, la composition du son remplace la composition avec des sons. Si l'on continue parfois à affirmer que la musique ne peut pas se limiter à du son, c'est parce qu'on appréhende le son comme une matière inerte, dénuée de toute subjectivité, comme une simple vibration qui n'a pas besoin d'humanité pour exister. Or, précisément, l'une des voies royales conduisant à recentrer la musique sur le son consiste à le penser comme susceptible d'être construit, c'est-à-dire comme une entité composable. Le chapitre se centre, pour prouver cela, d'abord sur la question du progrès de matériaux qui a traversé le XXe siècle, théorisé par Adorno. Il développe ensuite l'idée de résonance composée. Il développe ensuite l'idée de sonorité composée pour analyser des œuvres musicales instrumentales se présentant ouvertement comme composition du son. Et la dernière partie nous parle de la micro-composition du son, c'est-à-dire de l'histoire de la synthèse sonore. Ces 6 histoires s'imbriquent en spirale. La première, qui traite du timbre, est déjà aboutie, alors que la dernière est à l'heure actuelle en plein développement. Cette dernière histoire, la 6e, c'est l'histoire dans laquelle la musique et le son s'étendent dans l'espace. Si l'expression espace sonore trouve ces dernières années un terrain de développement interdisciplinaire, allant des études du son aux études d'écologie environnementale, en passant par le théâtre et les autres arts de la scène, ou même la géographie, l'urbanisme et l'architecture, le design, l'ethnologie ou la sociologie, c'est néanmoins dans la musique que cette notion, l'espace sonore, s'est d'abord matérialisée grâce à une longue histoire s'acheminant vers la composabilité de l'espace sonore. À vrai dire, l'espace a toujours fait partie de la musique, si l'on pense aux musiques traditionnelles. Cependant, la généralisation de la scène à l'italienne, qui est allée de pair avec la naissance de la musique tonale, a neutralisé l'espace. C'est pourquoi l'histoire moderne de cet espace composé commence avec l'écriture orchestrale, donc je remonte à ce moment-là à Berlioz ou à Wagner,
et se poursuit ensuite en crescendo avec Charles Ives, Edgar Varèse, Stockhausen, Xenakis, Emmanuel Munich, la musique électroacoustique, l'ambisonics, la wave field synthesis des dernières décennies, etc. Et on aboutit actuellement aux dernières innovations artistiques. Les dernières évolutions musicales de l'émergence du son justifient que l'histoire de l'espace son soit poursuivie afin d'y inclure des discussions sur certains aspects des relations entre musique et architecture, certaines réalisations en matière d'installation sonore ou d'écosystèmes audibles, des musiques allant des paysages sonores jusqu'à l'écologie, jusqu'aux œuvres avec field recordings ou même les promenades sonores. Para conclure, vous aurez compris que pour moi, les arts sonores ne sont nullement en rupture avec la musique. Il est vrai qu'il y a un courant qui provient plutôt des arts plastiques, qui insiste davantage sur les morphologies sonores, là où les musiciens, faisant des arts sonores, continuent néanmoins à avoir davantage le souci du temps. Mais de même que la musique d'aujourd'hui est allée vers l'espace, qui traditionnellement est plutôt l'affaire des arts plastiques, les plasticiens faisant des arts sonores commencent à avoir le souci du temps. Globalement, il y a une convergence des médias qui conduit à cette émergence du son. Et j'aurais pu aussi parler du cinéma, où l'on observe que le travail sur le design sonore, les bruits, les bruitages, etc., de plus en plus important, va parfois jusqu'à remplacer ce qu'on appelle traditionnellement la musique. Mais ce serait une 7e histoire qu'il faudrait écrire ici. Je vais donc m'arrêter là. Merci pour votre attention. Peut-être avec Cécile, un petit débat, s'il y a des questions convergentes. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriela? Oui, pourquoi pas. A ver si hay preguntas Ah, Cécile aussi. también a Cecil. No sean tímidos, ne soyez pas timides. C'est vrai qu'en France, on commence par le discours et ensuite on a le concert. Donc là, effectivement, on est un peu peut-être fatigué. Sí, dijo que en Francia se empieza por el discurso y después va el concierto. Y hoy tuvimos el concierto y ahora a discurrir, a discurrir. Una pregunta. Primero, agradecer la presentación. Me parece que yo personalmente no podría estar más de acuerdo con lo que acaba de presentar. Me parece muy interesante esto de volver a poner en el campo de lo sonoro y lo musical el espacio, porque generalmente hablamos más como un arte, o las artes del tiempo, y la arquitectura como las artes del espacio, aunque la arquitectura también es un arte del tiempo. Entonces, agradecer eso. No sé si hay una pregunta, pero si puede ahondar un poco más en esa relación del sonido y la música con el espacio-tiempo. Si el libro se puede conseguir aquí. O si lo trajo. Merci beaucoup pour la question. Je crois que le livre est disponible rapidement. Pienso que el libro está disponible. C'est les éditions ACAL. Ediciones ACAL. Je crois que ça circule un peu en Amérique latine. Pienso que circula en América Latina. Sinon, je peux mettre en relation, bien sûr. Si sans no, problème. te puedo poner en comunicación sin problema. On attend un peu et dans un an, je mettrai le PDF. Voy a esperar un poco para compartir el PDF.
Pour la question sur la relation entre l'espace et le son, bien sûr Para la qu'elle pregunta est sobre fondamentale. la relación entre el espacio y el sonido, por supuesto que es fundamental. Il y a deux manières d'appréhender l'espace. L'une, c'est la version paramétrique, Hay dos maneras de abordar el espacio. Una es la visión paramétrica et la seconde, la version morphologique. y la segunda, la versión morfológica. La version paramétrique, ça consiste à dire qu'il y a des paramètres du son La relación paramétrica habla de hablar de que hay parámetros la sonoros, hauteur, la durée, le timbre. altura, duración, timbre. Et donc, on a fini par ajouter, en général, on en met 4 et on ajoute l'espace comme Y cinquième. terminamos por agregar como cuarto parámetro el espacio. Cette vision, je pense qu'elle est un peu dépassée. Pienso que esta visión está un poco caduca. Même la notion de paramètre en musique, Aún la noción de parámetro en música c'est une invention du sérialisme. es una invención del serialismo. Ça marche pas en musique. Le paramètre, No funciona en términos musicales el c'est un parámetro. terme scientifique, paramètre. Es un C'est- término científico, Ça veut dire parámetro. quelque chose de précis en mathématiques. Quiere decir algo preciso en términos matemáticos. La version morphologique, elle est en train, à mon avis, de dominer largement. La versión morfológica, a mi juicio, domina, Elle montre que l'espace est indissociable du son. demuestra que el espacio es indisociable del sonido. On a cru pendant un instant que le son pouvait ne pas avoir de chair, de consistance. Creímos durante un tiempo que el sonido podía no tener una carne, una consistencia. Et par exemple, Pierre Schaeffer, il croyait pas à l'espace. Y, por ejemplo, Pierre Schaeffer no creía en la noción de espacio. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, si on met pas un peu d'espace, ça n'a pas de consistance. Pero hoy en día todo el mundo sabe que si no ponemos un poco de espacio no tiene consistencia. C'est pourquoi moi j'utilise le concept d'espace-son. Por eso yo uso el concepto de espacio guión sonido para contestar tu pregunta. Muchísimas gracias por Merci beaucoup. por esta oportunidad, yo creo que iluminadora, de pensar la historia de la música y la historia del sonido de forma crítica e interrelacionada, de una forma, creo, por lo menos desde mi punto de vista, diferente y con un abordaje nuevo. Tengo dos preguntas. Una, en relación a ese abordaje, a esos puntos de vista digamos, de cambio desde la música, la relación de música hacia el sonido, si en el libro también involucra todo lo que es, digamos, los cambios sociales, no solamente a nivel de compositores o movimientos, sino qué es lo que socialmente, culturalmente y políticamente ocurre para que eso suceda. O en relación a eso. Y lo segundo es, hablando de compositores, hoy en día, ¿qué pasaría o qué va a pasar con la inteligencia artificial en estos casos? Porque hace 2 días me acaba de pasar una canción de protesta hecha con inteligencia artificial y entonces, bueno, llega a plantearse dónde está la producción. El concepto de producción de sonido y de intencionalidad, ¿quién la produce y bajo qué relaciones de poder, sin duda, pero sobre todo las intencionalidades y bueno, cuál es el origen de todo eso y hacia dónde va? Merci beaucoup aussi Muchas gracias pour ta question. por la Merci. pregunta. Les deux questions. Las dos. Pour la seconde question, Para la segunda pregunta, je ne sais pas quoi répondre. no sé qué contestar. C'est un grand sujet. C'est un gros sujet. Je crois que Fabrice Rochelandais a fait un... Es un gran tema y está en desarrollo también los estudios artísticos. J'évite actuellement d'aborder la question de l'intelligence artificielle parce qu'elle est énorme et, Evito un poco de entrar en la temática porque es muy et en même grande temps elle nous angoisse tellement. y a su vez tanto nos angustia. Peut-être il faut la poser tranquillement avec un verre de whisky. Quizás que necesite un vaso de whisky para poder plantear esta pregunta correctamente.
Quant à la première question, En cuanto a la primera pregunta, merci beaucoup. En fait, le travail que j'ai présenté gracias. ici El trabajo que presenté date un peu. C'est un livre que j'ai achevé en 2013. es un libro que terminé en el 2013, está un poco datado, es decir, Ça fait partie d'une musicologie que j'ai pratiquée pendant longtemps, qui était une musicologie, disons, de la musique elle-même, comme on dit hace parfois. parte de una musicología tal como la practiqué durante mucho tiempo, desde el punto de vista de la música en ella en sí, en ella misma. J'ai évolué comme un musicologue spécialiste de la musique contemporaine, Me desarrollé como un musicólogo especialista de la música contemporánea, avec les partitions, avec l'univers seulement musical et sonore. con las partituras y el universo musical y sonoro. Après, j'ai justement posé la question de quelle est la relation de son avec son environnement. Luego me hice la pregunta de cuál es la relación del sonido con su entorno, con su ambiente. Voilà. Et là, j'ai commencé à une autre type de musicologie qui s'intéresse justement aux questions sociales, politiques. Y ahí empecé con un otro tipo de musicología que se dedica más a cuestiones sociales y políticas. Donc, dans ce livre, il y a en filigrane quelques questions sociales et politiques, En filigrana en este libro existe ciertas nociones sociales y políticas, mais peu, assez peu. pero bastante poco. Voilà. Dans mon travail En el actuel, trabajo. dans le travail qu'on fait avec le projet en relation avec notre venue ici, El- là, voilà. En el trabajo que efectuamos en cuanto a nuestra visita acá, Voilà. Donc aujourd'hui, je m'intéresse davantage aux relations entre le son et l'environnement. hoy en día me interesa más en la relación justamente entre el medio ambiente y el sonido. Voilà. Donc je répondrai Así que à ta question lors d'une autre conférence. podría responder a tu pregunta más cabalmente en otra conferencia Ou avec un verre de whisky. o con el vaso de whisky previamente mencionado.